Bonjour à tous, bien écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF, un numéro qui sera consacré à l'éducation au développement durable. Avec une petite particularité, puisque en toute honnêteté, nous avons enregistré cette émission quelques jours auparavant pour des soucis organisationnels. Donc nous avons quand même maintenu les possibilités d'une interaction, puisque vous pouvez continuer à poser vos questions comme vous en avez l'habitude via le moyen que nous utilisons habituellement, donc menti.com avec un code qui va s'afficher et vous poserez vos questions et nous avons décidé d'y répondre de manière différée, mais lorsque nous mettrons à disposition le replay de l'émission, nous mettrons également des ressources complémentaires au besoin en fonction de vos questions si elles n'ont pas trouvé des réponses au cours de cette émission. Vous le savez également, je ne serai pas toute seule, je vais être accompagnée par un certain nombre d'invités que je vais vous présenter rapidement. J'aurai à mes côtés donc Monique Dupuis qui est inspectrice générale et qui est référente de l'EDD à l'IGESR. J'ai également Yacine Aïd Kassi, qui est directeur artistique et stratégique du groupe ELIX, qui est un partenaire justement sur ces questions éducation au développement durable. Et nous avons également 3 témoignages de David Guilherme, qui est chef de mission EDD dans l'Académie de Rennes, qui va nous expliquer un petit peu justement tout ce maillage territorial au niveau académique et en quoi consiste sa mission. 2 témoignages complémentaires également, donc Servane Jean, qui est principal du collège Paul-Éluard sur l'Académie de Rennes, et Jean-René Léandri, qui est IUN premier degré, en charge de la circonscription, très jolie circonscription d'ailleurs, de Auray, dans l'Académie de Rennes également. Merci donc à tous les 5 d'être à mes côtés pour ce numéro, donc consacré, comme je vous le disais, à l'éducation, au développement durable. Et nous allons comprendre justement un petit peu le contexte, les enjeux et comment mettre ensuite un pilotage pédagogique efficient sur ces questions-là, dans un contexte justement qui donne toute priorité à l'éducation au développement durable. Donc je vous propose de commencer cette première partie et je suis accompagnée donc pour évoquer justement le contexte et les enjeux autour de l'éducation au développement durable par Monique Dupuis. Vous êtes inspectrice générale et vous êtes référente de l'éducation au développement durable à l'IGESR et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors justement, Madame Dupuis, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait faire un point de contexte et évoquer ensemble tout ce qui régit aujourd'hui l'éducation au développement durable ? Alors effectivement, quand on parle d'éducation au développement durable, il est important d'avoir bien en tête le contexte à la fois international, national et institutionnel propre à l'éducation nationale. Quelques informations. Donc l'éducation au développement durable, elle fait partie de la Charte de l'environnement 2004 et elle a donc valeur constitutionnelle, elle est adossée à la Constitution. C'est également une mission de l'école qui est inscrite dans le Code de l'éducation et dans 2 lois récentes, la loi d'orientation et de refondation de l'école de 2013 et la loi pour l'école de la confiance de 2019. Alors depuis 2019, il y a une nouvelle ambition clairement exprimée d'inscription explicite de l'EDD dans le cadre de l'agenda 2030. Alors si l'on essaye de préciser un peu cette histoire d'agenda 2030, en septembre 2015, 193 pays ont adopté à l'ONU le programme de développement durable à l'horizon 2030, ce qu'on appelle l'agenda 2030. Il définit 17 objectifs de développement durable qui constituent un petit peu une feuille de route internationale pour construire le futur. Chaque pays a décliné cette feuille de route de façon nationale et il y a donc une feuille de route de la France pour l'agenda 2030 qui identifie 6 enjeux, dont le 3e est l'importance donnée à l'éducation et à la formation. Donc c'est un contexte clair, bien identifié, porteur,
Et il y a effectivement des circulaires d'application, et les 2 plus récentes notamment, qui mettent en jeu de nouveaux dispositifs, notamment celui des éco-délégués. Et on peut rappeler l'importance des circulaires de fin août 2019, 27 août 2019 et du 24 septembre 2020. Vous retrouverez toutes ces références. Récemment, la loi a évolué et instaure la mise en œuvre de l'évolution des CESC en CES-CE. Alors, Madame l'inspectrice générale, je pense que les personnes qui nous écoutent ont bien conscience des enjeux autour de l'éducation au développement durable et de la priorité donnée par le ministre sur ces questions. Mais je pense que ce sera intéressant qu'on puisse peut-être les réentendre et avoir cette culture commune. Alors, quels sont les enjeux autour de l'EDD ? Alors, les enjeux sont des enjeux essentiels de formation citoyenne des élèves. C'est vraiment de former les futurs citoyens à un monde complexe en transition écologique, en transition sociétale. Donc, de sensibiliser et de former les citoyens de demain en leur permettant d'acquérir des clés, des savoirs, des compétences qui vont constituer pour eux des clés de lecture du monde dans toute sa complexité, du monde dans lequel ils vont vivre et qui vont surtout leur donner les moyens d'agir. Il y a donc des enjeux en termes d'acquisition de savoir, de connaissances, mais il y a des enjeux très forts en termes d'acquisition et de formation en termes de compétences, et notamment de compétences transversales, de compétences à identifier des informations fiables, à s'en emparer, à débattre, à argumenter, à découvrir. On est vraiment dans une éducation à la complexité qui va se dérouler tout au long de la scolarité. L'enjeu essentiel, c'est de s'approprier toutes les grandes questions de société en toute connaissance de cause et en étant capable d'identifier acteurs, enjeux et interactions entre eux. Alors, sur la question des enjeux, je pense qu'on partage maintenant tous une vision commune, mais ce qui est peut-être un peu moins précis, c'est qu'il y a parfois le terme utilisé d'éducation transversale. Alors, est-ce qu'on peut peut-être décliner un petit peu ce qui se cache, entre guillemets, derrière ça, et voire même aller jusqu'à réfléchir à la question d'un parcours d'élève avec cette éducation transversale ? Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y avait une diapo, si on peut s'appuyer dessus. Nous avons publié fin janvier 2020 un vademecum de l'éducation au développement durable qui a vocation à être actualisé régulièrement, qui a vocation à constituer une culture commune. En termes d'éducation au développement durable, il y a de nombreux acteurs internes à l'éducation nationale, mais aussi des partenaires. Il est important que tout le monde parle un peu le même langage et en tout cas ait conscience de ce qui se passe et des acceptions et des compréhensions des autres. Donc l'éducation au développement durable est effectivement une éducation transversale. Je préfère cet adjectif de transversal parce que justement c'est une éducation qui traverse la scolarité de la maternelle au supérieur, qui traverse l'ensemble des formations, l'ensemble des champs disciplinaires, l'ensemble des formations, qu'elles soient en général, en technologique ou en professionnel, et qui implique l'ensemble de la communauté éducative et des partenaires, donc autrement dit, qui ouvre aussi, qui est transversal à l'école et à son territoire. Dans ce vademecum, nous avons souhaité l'organiser autour de 4 piliers qui nous semblent tous les 4 indispensables à prendre en compte pour mener à bien cette éducation au développement durable. Donc le pilier des enjeux, du contexte et de l'historique, il est important de savoir aussi que dans les années 2000, nous parlions déjà dans les circulaires de généralisation de l'éducation au développement durable, que depuis cette époque, évidemment, les dispositifs ont été renforcés, des impulsions nouvelles ont été données, notamment depuis 2019, mais les principes restent les mêmes, c'est-à-dire celle d'une éducation qui repose à la fois sur l'ensemble des enseignements et sur les actions et projets menés par les élèves au sein des établissements et impliquant l'ensemble de la communauté éducative. Donc un pilier enjeu, contexte, histoire qu'il est important de s'approprier, avoir compris ce qu'est une éducation transversale, donc qui repose sur enseignement, action, projet, le tout mis en cohérence, et je vais revenir sur l'idée d'une logique de cohérence de parcours. Un troisième pilier sur le pilotage et la formation qui vont être développés dans la séance que nous avons en ce moment, dans la vidéo que nous sommes en train de réaliser. Des intervenants vont évoquer largement la question du pilotage. La question de la formation, notamment des personnels enseignants et des équipes éducatives, est essentielle. Il est essentiel qu'elle repose, entre autres, sur de l'intercatégorialité et de l'interdegré. Et puis,
Le quatrième pilier, c'est celui de l'engagement de la communauté éducative et des élèves. Il est important de donner l'occasion aux élèves d'être acteurs et d'être engagés, y compris dans les démarches qui vont être mises en œuvre depuis leur début. Alors, concernant, je voudrais revenir juste un petit peu pour insister sur l'enjeu de formation des élèves. La difficulté avec une éducation transversale, c'est qu'elle repose sur tous les enseignements, mais à un moment donné, comment mettons tout ça en cohérence et surtout, comment donne-t-on à voir les acquis des élèves? C'est une question qui doit se poser à tous les niveaux, au niveau des établissements, au niveau de la formation des personnels, et qui est essentielle. Un enjeu essentiel aussi, qui peut être notamment, dont peuvent s'emparer les CESCE en établissement, CESC au niveau académique ou départemental, et celui de la cohérence indispensable à mettre entre ce qui se fait dans la classe, dans l'école ou le collège, dans les actions avec les partenaires. Il est important de réfléchir à un parcours d'élèves à la fois en termes de progressivité des apprentissages, mais aussi de cohérence entre ce qui est fait à différents niveaux de formation de l'élève et de ce qui est fait dans et hors la classe. Autrement dit, ça concerne tous les temps de l'élève. Et ça, c'est vraiment important. Nous sommes en train de réfléchir effectivement à des balisages de parcours, mais c'est une réflexion qui est amenée par toutes les équipes, c'est-à-dire comment, au sein des établissements, notamment lorsque des jeunes sont impliqués dans des projets, l'équipe enseignante peut identifier des compétences travaillées et comment peut être pensée collectivement une progressivité des apprentissages. On est dans une logique spiralaire, on est dans une logique de compétences. Comment identifier, lorsque l'on met l'élève ou l'enfant face à une situation nouvelle, comment lui permettre d'avoir conscience qu'il met en œuvre des savoirs, des compétences spécifiques et qui lui permettent justement d'appréhender ce monde futur. Autrement dit, d'expliciter, il y a un enjeu d'explicitation de la formation, des objectifs et de ce qui est mis en œuvre. Merci beaucoup Madame Dupuis, vous restez bien sûr avec nous et nous allons entendre donc le témoignage de Yassine Kassi qui est directeur artistique et stratégique du groupe Elix. Et donc dites-nous un petit peu comment se positionne Elix par rapport à l'EDD et surtout la notion de ODD, puisque nous parlons maintenant aussi d'objectifs de développement durable. Qu'est-ce que nous pouvons préciser auprès des publics qui nous écoutent ? ODD, c'est un acronyme de plus, donc on va très vite oublier, ce sont les objectifs de développement durable. Monique a utilisé le terme que je préfère également d'agenda 2030, parce qu'il nous fixe une échéance. Les objectifs de développement durable, c'est ce plan universel qui a été adopté par les 193 États des Nations Unies le 25 septembre 2015, qui fait suite aux OMD, les objectifs du millénaire, dont on a tous entendu parler, qui ont été un succès relatif, c'est-à-dire qu'effectivement, la définition de la pauvreté extrême a diminué drastiquement entre 2000 et 2015. Et les OMD, c'était un petit peu une vision très descendante, c'est-à-dire des pays développés vers les pays dits en développement, là où les objectifs de développement durable s'adressent vraiment à l'ensemble des pays. Donc, vous avez mis ce graphique. C'est très concrètement, qu'est-ce qu'on souhaite d'ici 2030 ? En 2030, si vous pouvez remettre la Oui, on va remettre, voilà, pour qu'on comprenne bien votre propos. Parce que en fait, visuellement, une fois qu'on a cette image en tête, on comprend quel est l'objectif collectif pour tout le monde et comment est-ce qu'on peut y arriver. Vous avez en abscisse en fait l'index du développement humain. Je rappelle la définition du développement durable, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et en fait, ce développement humain, cette fameuse aide au développement, qui va correspondre à toute la dimension économique et surtout sociale, fait que vous avez des pays qui sont plus avancés que d'autres, mais malheureusement, plus un pays est avancé, plus il a tendance à émettre, ce qu'on voit en ordonnée, des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de ces GES qui compromettent justement la capacité des générations futures. Donc vous avez cette petite zone verte en bas à droite dans laquelle n'est aucun pays.
les objectifs de développement durable consisteraient à faire en sorte que les pays dits développés réduisent leur empreinte et que les pays en développement augmentent leur index sans augmenter leur empreinte. Donc ça veut dire des indicateurs nouveaux, ça veut dire vraiment dans cette dimension transversale un changement de paradigme assez profond, un changement, certains disent, de système. Et comment les ODD, donc on connaît ces objectifs, mais il y a également 169 cibles, 244 indicateurs. En fait, c'est vraiment une feuille de route, un tableau de bord pour basculer dans justement de cette logique de croissance à une logique de prospérité qui intègre également la dimension environnementale. Donc, ces 17 objectifs, du coup, qui sont très transversaux. Et on va pouvoir les afficher justement, puisque vous avez un support visuel extrêmement pertinent pour fixer ces 17 objectifs. Alors, dites-nous tout. Alors, ces supports qui sont en libre accès pour toutes les personnes qui souhaiteraient les utiliser. En fait, vraiment, il y a un malentendu, et c'est pour ça que le terme d'objectif de développement durable n'est pas forcément très facile à utiliser. Ça reste le nom du projet et il faut qu'on s'en saisisse tous, et c'est déjà le cas. Mais il y a un malentendu depuis les années 80 sur cette notion de développement durable, puisque le développement durable, c'est un développement économiquement efficace, socialement équitable, écologiquement soutenable. Et sur ces trois dimensions, économique, sociale et environnementale, on en retient souvent qu'une seule, qui est l'impact environnemental. C'est-à-dire, développement durable est souvent devenu un synonyme d'écologie, alors que c'est vraiment un système global, un système de développement global qui intègre l'économique et le social. C'est toute la difficulté. Et l'intérêt de ces objectifs de développement durable, est là où ils répondent totalement à la transversalité dont vient de parler Monique, c'est que, on le voit dans l'image, tout est lié. L'égalité des genres est un levier gigantesque de lutte contre le changement climatique, et pour plein de raisons. L'énergie, évidemment, l'énergie renouvelable, ce sont aussi des infrastructures, donc ce sont des questions à la fois industriel, mais de choix stratégiques assez profonds pour les États. La consommation, la production, les villes, la biodiversité, la démocratie. En fait, tous ces sujets sont interconnectés de manière fine, mais c'est ce qui fait qu'effectivement, on sort d'une logique très silo, où chacun est dans un domaine particulier. Donc c'est vraiment cette approche transversale qui est au cœur des objectifs de développement durable. Donc on en a 17, c'est assez inaudible, l'idée n'est pas de les connaître par cœur, c'est pour ça qu'on préfère développer cette idée que tout est lié, mais effectivement, pour avoir un impact environnemental, il faut s'attaquer aux causes, et les causes, elles sont souvent dans notre rapport à la consommation, dans notre rapport à l'économie et au social. Alors justement, vous allez peut-être maintenant nous détailler un peu plus le rôle de la Fondation Helix sur ces sujets-là. La Fondation Helix, en fait, elle porte le nom du personnage Helix, qui est devenu en 2015 le premier ambassadeur digital des Nations Unies. Donc c'est à ce titre également qu'il accompagne depuis le lancement des objectifs de développement durable, le plan à la fois au niveau de la communication, de la sensibilisation, et aussi dans le plaidoyer auprès des décideurs, et qu'ils soient publics ou privés. Et la Fondation met à disposition déjà un certain nombre de supports qui sont déjà largement utilisés, et au-delà de ça, à développer un programme pédagogique autour des objectifs de développement durable de manière très transverse sur des thématiques comme le climat, l'égalité des genres, la biodiversité, prochainement l'eau. Et en fait, ce programme qui s'appelle Ten to Go, pour les 10 ans qui restent avant d'atteindre l'échéance de 2030, va suivre l'agenda des grands sommets internationaux et proposer des contenus qui vont fonctionner en 3 temps. La situation actuelle, quel est le point de départ quand on regarde vers l'horizon 2030, les leviers d'action, les défis qui
vont nous permettre de transformer et passer de la situation à une situation, on va dire, plus acceptable ou plus souhaitable d'ici 2030, et les objectifs tels que définis au niveau des cibles des objectifs de développement durable. Donc, c'est une sorte de feuille de route à l'échelle, à notre échelle, à l'échelle aussi des élèves, puisque l'avantage de 2030, c'est qu'on est tous capables de savoir à peu près, de se projeter un petit peu à cette échéance. On sait tous l'âge qu'on aura, on sera, je l'espère, tous encore là, et c'est vraiment un temps d'action. C'est pas un futur de rêver, c'est pas un futur fantasmé, c'est vraiment un futur qui fait suite au présent qu'on est en train de vivre. Donc voilà, la Fondation est présente auprès de tous les acteurs qui souhaitent s'emparer de ces objectifs et les mettre en œuvre. Encore une fois, c'est pas du tout de la théorie, on est dans la pratique très, très concrète. Dans la pratique et dans l'action, et lorsque nous avons préparé cette émission, nous avons essayé de voir ensemble des exemples éventuellement justement d'actions, de supports que ELIX met à disposition des enseignants. Et donc nous allons d'ailleurs même projeter des exemples. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Le programme Ten2Go, donc, dont je viens de parler, qui est décliné par chapitre, va en fait poser un regard sur un sujet en particulier. Donc là, par exemple, vous avez mis le chapitre sur l'égalité des genres, Génération Égalité, qui a accompagné le forum du même nom, et sur une thématique en particulier, par exemple l'éducation des filles et des garçons, on va aller décortiquer le contenu un peu expert qui provient de ces rapports qui sont forcément difficiles d'accès, et on va faire le pont entre le rapport d'experts et la communication grand public. Cet espace un peu vide entre le rapport d'experts lisible en général par des experts et la communication grand public qui peut parfois manquer un peu de contenu. Et donc, entre ces deux espaces, avec le langage d'ELIX assez bienveillant, mais aussi ces infographies qui sont déclinées, donc suivant la structure dont j'ai parlé, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et en fait, c'est vraiment un support que peuvent utiliser les enseignants pour par-dessus cette base, travailler sur leur approche pédagogique. Alors, est-ce que vous auriez un exemple, justement, et je sais que vous en avez, puisqu'on l'a échangé à ce sujet, de retour, d'expérience d'enseignants qui ont utilisé les supports que vous mettez à disposition ou qui ont enclenché des actions avec ELIX ? Alors oui, effectivement, on a tout ça est mis en libre accès sur le site de la Fondation, et on a eu des retours d'enseignants qui les utilisent, qui les affichent, qui travaillent avec leurs élèves, et un retour moi qui m'a marqué parce que c'était pas ça n'a pas été conçu pour ça, et c'est un bénéfice collatéral. C'est un enseignant qui travaillait avec des élèves qui avaient des difficultés ou qui étaient qui avaient des comportements autistiques, et en fait il utilisait ELIX comme un tiers de confiance, c'est-à-dire que ELIX n'est pas un enseignant, c'est pas lui qui apprend les choses, c'est pas descendant. ELIX, c'est un personnage qui va apprendre à côté de l'enfant, à côté de l'élève, et du coup en basculant d'une dimension un peu fictionnelle, où on peut raconter des histoires, on peut travailler sur le quotidien. ELIX était utilisé un petit peu comme cet ami imaginaire qui permettait de rentrer en connexion plus facilement avec ses enfants. Et c'est vrai que j'avais pas du tout imaginé ce type d'usage, mais on en était ravis. Et derrière, ça permet de faire passer tout le contenu un petit peu plus complexe. On a ce slogan à la Fondation qui est décomplexifier, décomplexer. Décomplexifier parce que le monde est complexe et l'idée n'est pas de le simplifier, mais de le rendre accessible. Et décomplexer parce que tout le monde est concerné et qu'on ne doit pas se sentir à la porte d'un sujet parce qu'on n'en est pas expert.
Merci pour votre intervention, Yacine. Donc, on vous garde bien sûr avec nous. Et là, je vous propose de débuter notre deuxième partie qui fait la part belle justement aux témoignages de mise en œuvre sur les territoires et voir comment justement ces priorités sont déclinées à une autre échelle que l'échelle nationale et bien évidemment aussi des exemples de pilotage mis en œuvre. Et pour cela, écoutez, je vous propose d'entendre tout de suite David Guilherme, qui est donc chef de mission, éducation au développement durable sur l'Académie de Rennes. En fait, David, ce qui nous intéresse finalement, c'est qu'il y a une priorité aujourd'hui clairement affichée au niveau national sur l'éducation au développement durable, mais comment les territoires s'emparent et déclinent cette priorité et qu'est-ce qu'ils mettent en place donc, sur les académies, dans les départements? Alors, moi, je vais vous parler de l'exemple breton, mais en Bretagne, il y a un symbole fort de cet engagement de la région académique dans ce projet ministériel de soutien à l'éducation au développement durable. C'est que finalement, cette éducation au développement durable, elle est au cœur du projet académique breton. Le projet académique Bretagne Horizon 2025, qui est porté par le recteur de la région académique Bretagne, Emmanuel Etis, finalement est structuré autour de 5 grandes thématiques transversales qui constituent autant de leviers, je crois, de transformation de notre territoire. Et il s'agit bien de chercher à mobiliser tout à fait collectivement autour d'un projet qui est innovant, mais pour répondre à nos grands enjeux éducatifs, dont celui de l'éducation et développement durable. Et donc, l'une de ces 5 grandes thématiques est la généralisation de l'éducation et développement durable en Bretagne. Donc, vous voyez, c'est un axe fort qui est vraiment au cœur de l'ADN du territoire breton, si je peux dire les choses ainsi. Et plus précisément, ce projet vise à faire de la Bretagne une aire marine éducative régionale. En fait, l'idée, c'est de partir du territoire breton, premier trait de côte en France, avec 2470 km de trait de côte, je crois, ce qui en fait le territoire français avec la façade maritime la plus développée. Et finalement, la volonté de ce projet académique, c'est de connecter chaque jeune breton vraiment pleinement à son territoire. Qu'on soit un breton vivant à l'intérieur des terres ou en façade littorale, on a tous une relation à la mer. Et derrière, on va travailler énormément de notions qui croisent à la fois des questions économiques, environnementales, sociales, sociétales, les métiers, à travers notre territoire. Donc là, je crois que le projet académique, en tout cas, est certainement l'un des premiers leviers pour impulser fortement une dynamique académique autour de l'éducation et du développement durable. Ensuite, peut-être... Pardon, oui, Magali. Ah non, allez-y. Non. J'allais simplement synthétiser, parce que vous disiez l'impulsion des recteurs, l'historique aussi des territoires, le projet académique comme levier fort. Finalement, c'est ce que j'imagine les collègues qui nous écoutent, il faut qu'ils s'imaginent ce transfert, parce que tout le monde ne vit pas dans la belle région que vous évoquez, à savoir la Bretagne. Donc là, vous avez identifié dans les leviers actuellement des éléments ou des relais ou des personnes relais qui existent aussi sur l'ensemble du territoire national ? Oui, effectivement, c'est-à-dire que je pense qu'après, il faut opérationnaliser les choses localement, quelle que soit la spécificité du territoire et du patrimoine naturel dont on dispose. Donc, il faut mettre en place une structuration académique de pilotage. En Bretagne, donc d'ailleurs, comme dans toutes les académies, il y a un comité académique de pilotage de l'éducation et développement durable. Nous, on l'a réuni dans une assemblée régionale de l'éducation et développement durable, qui est vraiment une instance de portage d'une politique publique régionale d'éducation et développement durable, avec les services déconcentrés de l'État, avec les élus des collectivités territoriales, mais aussi avec le tissu associatif breton qui porte l'éducation et développement durable. Et puis, il faut pouvoir décliner ça ensuite dans les territoires. Et donc, nous avons mis en place des groupes techniques départementaux d'éducation et développement durable. Là, on n'est plus sur l'instance politique de portage, mais vraiment sur une échelle plus territoriale, d'opérationnalisation, avec les mêmes représentants, des représentants départementaux côté éducation nationale, des représentants des services des collectivités territoriales et du tissu associatif. Et c'est là que dans les territoires, on met en place l'éducation et développement durable dans une impulsion régionale. Et donc votre rôle en tant que chef de mission, c'est de mettre en place, de structurer ? Effectivement, c'est-à-dire que le chef de la mission académique éducation et développement durable, c'est d'abord un conseiller du recteur. Donc, il est placé sous l'autorité du recteur et à ce titre, il va le conseiller sur l'impulsion de la politique publique d'éducation et développement durable à décliner sur le territoire de la région académique ou de l'académie. Et puis ensuite, d'un point de vue très pragmatique, le chef de mission, il coordonne l'action
Par exemple, il anime le comité académique de pilotage de l'éducation au développement durable sous l'autorité du recteur. Et puis, il anime aussi les réseaux d'acteurs. Alors, les réseaux d'acteurs, ils sont multiples. Ce sont les partenaires, essentiels évidemment pour faire de l'éducation au développement durable. Je les ai cités, services de l'État, collectivités, tissus associatifs. Mais c'est aussi des acteurs territoriaux. Donc, on a parlé des groupes techniques départementaux de l'éducation au développement durable. Par exemple, dans chaque département, nous avons un collègue inspecteur d'éducation nationale premier degré qui porte la mission éducation et développement durable pour le directeur académique dans le département et en lien avec l'échelle académique. C'est un relais important pour travailler. Nous avons aussi des coordonnateurs départementaux, donc là des enseignants du second degré qui travaillent en étroite relation avec le chef de la mission académique, toujours pour avoir ce relais départemental en lien avec nous. Et puis, on peut imaginer aussi travailler avec les bassins d'éducation. C'est le rôle que nous avons avec les chefs d'établissement, par exemple, dans ces instances. Donc voilà, il faut avoir structuré le pilotage à la fois au niveau académique et sur des niveaux infra-académiques pour qu'il soit effectivement opérationnalisé. Donc une pleine implication des recteurs, une structuration, on l'a dit, en termes d'instances, en termes de relais, en termes d'acteurs. Est-ce que vous voyez d'autres leviers, justement, de votre point de vue, pour arriver à atteindre ces fameux 17 objectifs aussi, donc de l'éducation et développement durable ? Un levier que j'ai dévoilé un petit peu, qui transparaît dans mon propos, je crois que c'est d'abord la qualité de la relation partenariale. Sincèrement, on ne peut pas apporter l'éducation développement durable. D'ailleurs, une politique publique et d'éducation, ça ne se porte jamais tout seul, quelle qu'elle soit. Et en particulier, l'éducation et développement durable. On a besoin d'ouvrir l'école ou l'établissement sur l'extérieur par le partenariat. Donc, à l'échelle de la structure scolaire, cette ouverture partenariale, elle est essentielle. Mais au niveau du pilotage, que ce soit départemental ou académique, cette même dynamique partenariale est essentielle. Parce que l'on s'intéresse au temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire, pour que l'éducation et le développement durable rayonne dans toute la vie du jeune, dans tous les temps de vie du jeune, on a besoin de travailler tous ensemble. Et c'est même finalement l'idée de rechercher la mise en cohérence des politiques publiques à l'échelle territoriale. Ce travail partenarial, d'où notre idée en Bretagne en tout cas, d'une assemblée régionale de l'éducation et développement durable. C'est vraiment ça, mettre en cohérence les politiques publiques dans une solide relation partenariale. Le deuxième levier peut-être qu'on pourrait redonner à nouveau, c'est l'animation des collectifs d'acteurs. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais on peut citer également les référents éducation et développement durable, qui sont des enseignants, en tout cas des personnels dans les structures scolaires qui vont conseiller les chefs d'établissement, par exemple dans le second degré, mais c'est aussi tout le réseau des éco-délégués. Ces élèves, ils sont élus là actuellement, et ils constituent un maillage territorial extrêmement important, dense, et c'est un collectif d'acteurs essentiel à animer pour que leur voix porte réellement. Et puis enfin, vous me demandiez comment on va viser la réussite des objectifs de développement durable. Je crois que c'est quelque chose qui se trouvera dans un décloisonnement et une ouverture. C'est-à-dire toujours éviter, on dit, d'être dans des silos ou de rester dans des entre-soi. Je trouve que c'est important de créer du lien et les objectifs de développement durable nous invitent aussi à créer du lien avec d'autres politiques éducatives. Quand on parle de l'école promotrice de santé, eh bien c'est en lien avec les objectifs de développement durable. On s'y intéresse aussi. On a parlé d'égalité filles-garçons, donc les valeurs de la République. Tout ça, c'est connecté et il faut chercher ces connexions. Moi, dans mon service, je porte aussi l'éducation artistique et culturelle. Il y a des connexions avec ça. Tout ça, ça vise à l'émancipation de nos élèves et construire leur citoyenneté du XXIe siècle. Donc, cette ouverture, elle me semble essentielle. Et c'est peut-être aussi, de manière aussi très pratique, promouvoir ou donner à voir, en tout cas, des projets qui croisent vraiment les objectifs de développement durable et qui ne sont pas toujours centrés sur des questions purement environnementales. Elles sont essentielles, mais on peut donner à voir d'autres choses. On a au niveau national, par exemple, le prix de l'action éco-déléguée de l'année. Je crois qu'on a pu, et même au niveau régional, essayer de montrer qu'on pouvait croiser les questions des solidarités internationales, par exemple, qu'on peut croiser la question de l'égalité filles-garçons dans des projets d'éducation au développement durable. Donc, ça peut être des projets inspirants et qui permettent d'élargir le regard sur ce qu'est l'éducation au développement durable.
Merci beaucoup. Je vous propose justement de mettre en résonance vos propos sur la façon dont les territoires s'emparent justement des priorités nationales et notamment l'éducation au développement durable. Et nous allons avoir 2 témoignages qui vont donc s'articuler avec ce que vous venez de dire, David. Un premier témoignage, et je la remercie, de Servane Jean. Merci d'être avec nous, Madame Jean. Vous êtes principale du collège Paul-et-Loire à Mur-de-Bretagne, donc dans l'Académie de Rennes également. Et vous avez en quelque sorte, vous, dans un premier temps, hérité d'une démarche de labellisation qui était déjà en cours lorsque vous avez pris votre fonction de principale dans l'établissement. Alors, comment vous êtes emparé de cette démarche de labellisation? Qu'est-ce que finalement ça vous a dit à vous et comment vous avez pensé votre pilotage à la suite? Alors bonjour, oui, quand je suis arrivée, effectivement, quand j'ai pris mes fonctions dans l'établissement au collège de Gare-les-Dents en septembre 2019, le collège était déjà très nettement engagé dans cette démarche de labellisation et avait posé des pierres déjà bien solides sur cet édifice. Le collège, en fait, avait bénéficié d'une restructuration 4 ans auparavant, et les enjeux énergétiques, notamment, au cours de cette restructuration, avaient été mis un peu au centre de la réflexion commune. Et c'est ce qui a fait émerger cette question de l'éducation au développement durable comme ciment un petit peu de la communauté éducative. Donc quand je suis arrivée, il s'agit de poursuivre la réflexion engagée lors de cette construction et de la livraison des nouveaux locaux. Et il est important de dire que l'ensemble de la communauté éducative était vraiment mobilisée autour de cette question. Donc mon action a consisté finalement à entretenir une dynamique qui était déjà bien amorcée et à l'accentuer finalement en l'ouvrant sur d'autres domaines. Je rebondis un peu sur ce que disaient les collègues auparavant, mais effectivement l'ouvrir et sortir du champ uniquement environnemental. Voilà, de pouvoir venir agréger d'autres questions et avoir quelque chose d'un peu plus large. Et également à diversifier finalement les partenariats. Donc, on a pu amorcer des questions autour de la solidarité, par exemple, de l'éducation de qualité, de l'égalité filles-garçons, toutes ces thématiques qui sont aussi au cœur de notre réflexion quand on parle d'éducation au développement durable. Et donc, pour poursuivre cet engagement, finalement, quand je suis arrivée, le plus important a été de me tourner vers la collectivité territoriale de rattachement, puisque si cette question de la démarche d'éducation au développement durable impacte bien évidemment les enseignements, la construction des parcours éducatifs des enfants, elle impacte aussi très nettement la gestion finalement de l'établissement, et donc implique vraiment une implication très très grande sur, on peut prendre des champs très concrets, mais ça peut être la gestion des déchets dans un établissement, par exemple, avec la mise en place de compostage, ça peut être la politique d'achat qui doit être aussi interprétée à la lumière de ces objectifs que l'on se fixe, donc des circuits courts, une implication et des circuits très locaux pour l'approvisionnement, une vigilance sur la question des produits d'entretien, la question de la gestion des extérieurs. Nous avons sur l'établissement des tondeuses un petit peu particulières puisque l'arrière de l'établissement est entièrement entretenu par des brebis, voilà, et avec un partenariat avec un éco-pâtureur local. Donc voilà, toutes ces questions, la question de l'énergie, etc., ce sont des choses qui sont aussi à travailler avec la collectivité territoriale de rattachement, puisque non seulement elle nous aide dans le financement des actions éducatives, mais également elle nous aide dans la gestion des bâtiments, la gestion des fluides et la gestion des agents également, qui sont vraiment en première ligne aussi sur ces questions. Alors, vous me disiez aussi en aparté que vraiment ce projet, il a permis aussi de valoriser les élèves, de valoriser l'équipe. Vous avez senti une pleine implication. Et puis, c'est vrai que finalement, votre établissement étant dans un territoire rural, c'était aussi une manière de donner à voir très clairement ce qui se passait. Et puis, justement, vous avez identifié des leviers pour ça, pour continuer à impliquer ces collectifs. Alors effectivement, sur les effets, vous parliez de valorisation, vous parliez effectivement de la valorisation du travail des personnels, mais aussi des activités des élèves. Effectivement, ce sont des effets que l'on a pu constater très rapidement.
Tout d'abord, j'aurais voulu insister sur le fait que la démarche d'éducation au développement durable, c'est aussi un gage pour l'établissement de cohérence finalement des actions. Les projets pédagogiques, les actions éducatives, les parcours éducatifs sont construits en ayant en permanence en fait à l'esprit cette démarche. Je peux citer un petit exemple, mais les fiches actions, par exemple, que l'on utilise dans l'établissement pour recenser les projets et pour les mettre en œuvre, font toujours référence, en fait, au projet d'établissement. Quel lien cette action fait avec le projet d'établissement? Alors, ce que je vous propose, justement, c'est peut-être de diffuser votre projet d'établissement parce qu'il a un intérêt, c'est qu'il est sous un format très visible et très synthétique. Et puis, de montrer ensuite après une de vos fiches actions que vous avez bien voulu nous faire parvenir, justement. Donc, ce projet d'établissement, vous le disiez, il doit être donné à voir, être visible, lisible et partagé par tous, en fait. C'est ça. Et ce projet d'établissement, effectivement, moi, j'en hérite. Voilà, je ne me l'attribue pas. J'en hérite. C'est vraiment un objet qui est partagé dans l'établissement. Et c'est vrai que sa forme, que je n'avais pas connue, moi, dans d'autres établissements, m'a fortement intéressée quand je suis arrivée au collège. Et elle m'a d'autant plus intéressée que ça en fait un objet qui est compréhensible, qui est abordable, y compris pour des élèves de collège, pour des familles. Et en plus, c'est un objet qui est visible. Il est affiché dans tous les coins de l'établissement. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous rappelle au quotidien notre engagement, ce pourquoi on travaille, ce autour de quoi on est mobilisé. Donc c'est vrai que cette forme, je la trouve très très intéressante. Et donc la fiche d'action, on vous propose de la diffuser également pour justement accompagner votre propos, puisque en effet, vous le disiez, il y a un lien très clair affiché avec les objectifs de développement durable. Voilà, donc on demande à chaque enseignant, à chaque personnel qui nous propose un projet, de le rattacher effectivement au projet d'établissement, mais également de voir comment il concourt à la construction du parcours de l'élève, et également quel lien est fait avec un ODD. Voilà, tout ça aussi dans la volonté d'ouvrir toujours sur cette question des ODD et de ne pas rester juste sur la question purement environnementale. Je peux prendre un exemple. Nous avons par exemple un CPE qui décline dans l'établissement cette année un atelier d'improvisation théâtrale. Voilà, il a rattaché ça à l'ODD, promouvoir une éducation de qualité pour toutes et tous. Voilà. Alors, je dirais que dans les gestes professionnels qui sont les vôtres en tant que pilote, finalement, pour dépasser, entre guillemets, la mise en œuvre attendue au niveau national de ce pilotage de l'EDD, il y a forcément dû avoir des effets. Vous avez dû mesurer des effets par rapport au pilotage que vous mettez en place, qui vous encouragent aujourd'hui peut-être même à poursuivre et même à projeter des évolutions. Alors, quels sont les effets que vous avez mesurés et qui vous encouragent à maintenir ce pilotage ? Alors, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, mais effectivement, je pense que la labellisation et la démarche de l'équipe, d'une manière générale, permettent en fait de valoriser toutes les actions qui sont déployées autour de notre petit établissement qui est situé dans le centre Bretagne, qui est vraiment dans une grande ruralité. Et c'est une vraie opportunité pour nous à plusieurs titres. Donc, ça permet de valoriser, de reconnaître le travail des équipes qui sont très engagées et très mobilisées au quotidien. Ça permet également de donner à voir les travaux d'élèves, leur engagement, leur implication dans la vie de l'établissement autour de ces questions. Et ce coup de projecteur, finalement, que nous permet la labellisation, eh bien, nous pensons que ça a un fort impact sur les parcours des élèves, puisque nous sommes dans un territoire assez rural. Souvent, on indique que nos élèves manquent parfois d'ambition, qu'ils n'osent pas certains choix en matière d'orientation notamment. Et nous faisons le pari que cette labellisation, que cet angle de vue et la valorisation de l'engagement et de l'implication de nos élèves et de leurs travaux au quotidien, eh bien, va les aider en fait à oser certains choix, à développer des compétences certainement, mais aussi à développer une ambition.
Et est-ce que vous avez donc les souhaits pour la suite, c'est finalement de continuer à construire ce parcours, parce qu'on sait que c'est sur un temps long aussi, que justement les comportements et les compétences des élèves se construisent petit à petit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la mobilisation de l'ensemble des personnels, vous l'avez dit, des professeurs, y compris ceux qui n'étaient pas forcément concernés initialement au départ. C'est ça. En fait, c'est devenu... David Guilherme le disait tout à l'heure, mais a utilisé le terme, mais c'est devenu l'ADN en fait de l'établissement, sa carte de visite en quelque sorte, et c'est ce qui rassemble chacun et chacune. C'est vraiment un projet fédérateur qui fédère tout au sein de la communauté éducative, les parents d'élèves qui se reconnaissent beaucoup dans ce projet, qui rassemble les élèves, les équipes autour vraiment de cet objet fort. Vous parliez de vouloir poursuivre la démarche, bien évidemment, et peut-être d'opérer une petite bascule, c'est-à-dire de lui donner encore une dimension un peu plus grande et de basculer d'un projet effectivement de labellisation E3D vers une démarche qualité, d'amélioration continue, encore plus large. Cette bascule, elle est d'autant plus opérable que nous avons un vrai levier, je pense, qui est une richesse et quelque chose de très intéressant, qui est l'auto-évaluation des établissements. Et je pense que en faisant conjuguer un petit peu toutes ces énergies, on peut basculer vers un système d'amélioration continue et un système qualité plus large. Merci beaucoup, Madame Jean. Vous restez bien évidemment avec nous et je vous propose justement de compléter ou en tout cas d'apporter aussi un autre regard sur un pilotage mis en place cette fois-ci dans le premier degré, mais pas que, vous allez voir, puisque Jean-René Léandri, vous êtes avec nous et vous êtes IEN premier degré en charge de la circonscription d'Auray sur l'Académie de Rennes également. Et vous avez cette particularité d'avoir hérité aussi de toute une histoire sur votre territoire, mais qui vous encourage aujourd'hui à penser labellisation à une autre échelle, puisque vous avez le projet d'une labellisation sur l'ensemble du territoire. Alors, l'historique, et puis comment est née cette idée de labellisation d'un territoire ? Bonjour à toutes et tous. Alors, l'idée, elle est née en lisant la circulaire que citait Madame Dupuis tout à l'heure, celle du 24 septembre 2020, qui porte sur le renforcement de l'éducation et développement durable et qui précise qu'au niveau d'un territoire, plusieurs structures scolaires peuvent viser ensemble un label collectif E3D. Donc on s'est dit, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas une circonscription du premier degré ? Et si on a eu cette idée, je suis arrivé uniquement l'année dernière, c'est parce qu'évidemment mes prédécesseurs, qu'ils soient conseillers pédagogiques et inspecteurs, avaient beaucoup œuvré sur cette circonscription et donc il y avait déjà beaucoup de projets engagés, beaucoup de labellisations engagées. Vous l'avez dit ici en introduction, c'est une très jolie circonscription qui est très tournée vers la mer, puisqu'elle va de Locmariaquer à Étel, pour ceux qui connaissent, avec la presqu'île de Quiberon, Belle-Île et les îles d'Edic et de Watt. Donc évidemment, on voit bien là qu'on avait un rapport à la mer déjà particulier. Et David Guilherme l'a aussi dit tout à l'heure, il se trouve qu'il y a eu une conjonction, c'est-à-dire que dans le projet académique Bretagne Horizon 2025, il y a souligné très fortement ce rapport de chaque jeune breton à l'environnement maritime et cette volonté de disposer d'une aire marine éducative régionale. Alors, je me souviens, on avait eu d'ailleurs des débats, des questions, de savoir qu'est-ce qu'une aire éducative régionale ? Est-ce qu'il faut prendre 100 mètres par 100 mètres et faire tout le tour de la Bretagne avec une aire éducative ? Ça semblait compliqué. Donc, quelques critères avaient été émis. Parmi ces critères, en tout cas pour le premier degré, il y avait l'idée que chaque circonscription littorale puisse disposer d'une aire marine. Et nous, on s'est rendu compte, en faisant un recensement, qu'on en avait 14. Donc, on avait un peu surperformé, j'allais dire, l'objectif, en tout cas du projet académique. Et donc, on s'est dit, allons recenser les autres aspects un peu visibles de cet engagement au développement durable. Et lorsque nous avons fait ce recensement, eh bien, nous nous sommes dit, voilà, nous avons tous les ingrédients, mais j'y reviendrai tout à l'heure, pour faire cette demande. Alors justement, comment est-ce que vous avez réussi à impulser une politique éducation et développement durable sur l'ensemble de votre territoire ? Alors ça, c'est vraiment une question de priorité. Alors bien sûr, il y a la priorité nationale, ça a été largement rappelé par Madame Dupuis. Il y a la priorité académique, ça a été dit aussi avec les 5 thématiques transversales du projet académique.
Cela dit, ça a été dit, mais il faut quand même le redire avec force, parce que c'est quand même ce qui structure et ce qui légitime. Puisque tout étant prioritaire, vous savez bien, dans notre belle maison, à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse s'appuyer sur des volontés politiques fortes, parce que c'est ce qui légitime aussi notre action. Donc, il faut tout le temps s'appuyer dessus. Et puis après, au plan local, et je crois que Servan Jean l'a très bien dit aussi, c'est une affaire locale. C'est-à-dire que parce qu'on a à la fois ce cadrage national et académique, alors je crois que dans les circonscriptions, il faut nommer un référent éducation et développement durable, un conseiller pédagogique référent, et lui confier clairement la mission, lui donner un objectif, y compris un objectif chiffré, d'aller porter la labellisation. Alors ça se fait de manière très, j'allais dire presque artisanale, dans le premier degré, vous le savez, on va s'asseoir avec les collègues à midi, on mange avec eux, on parle, on regarde les projets d'école, on participe au conseil des maîtres, et puis on leur montre que finalement le formulaire de labellisation, bon, il est un peu complexe, mais que si on les accompagne, on les aide, et c'est véritablement dans une relation, j'allais dire, assez personnalisée et très locale, que finalement les choses avancent. Et puis le deuxième aspect, c'est évidemment l'aspect qui a été beaucoup cité aussi, mais qui est très important, c'est l'aspect partenarial. Alors, au niveau de l'inspecteur, je crois que le premier partenaire, c'est la commune, et aujourd'hui, les communes sont vraiment prêtes à s'engager avec nous. On a des maires très réceptifs sur ce sujet, des communautés de communes très réceptives sur ce sujet, et donc au niveau d'un inspecteur, l'impulsion, elle peut se faire par les réunions qu'il a avec les maires, par le fait de rencontrer régulièrement les maires, et de porter cette politique. Et en fait, après, ça essaime. Et juste un dernier point là-dessus, sur l'impulsion, les maires sont très intéressés aussi, et ça a été également cité, par l'articulation scolaire, périscolaire, extrascolaire, plan mercredi, vacances apprenantes. Le jardin pédagogique de l'école, il vit aussi pendant les vacances et l'été. Et si on n'y travaille pas, il est tout grillé à la rentrée. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu... quand on va parler végétalisation des cours, on va évidemment en parler avec les mairies. Donc, il y a tout un tas de sujets sur lesquels nos partenaires sont incontournables. Alors justement, j'aurais tendance à dire, si je me mets à la place des collègues qui nous écoutent, comment on arrive justement à structurer aussi tout ça à l'échelle d'un territoire, parce qu'on imagine le nombre d'acteurs, donc d'une part, et puis comment on va faire en sorte aussi en tant que pilote de ne pas donner le sentiment que tout ça se surajoute aussi à un certain nombre d'actions, et comment on travaille cet aspect transversal soulevé tout à l'heure par Madame Dupuis. Alors, vaste question. Lorsque nous avons effectivement candidaté, nous l'avons fait donc sur la base de quelques critères, un nombre de labels, nombre d'aires marines, nombre de conventions signées avec des partenaires. On nous a dit, bon, oui, pourquoi pas, c'est intéressant, mais comment allez-vous piloter tout ça? C'est quoi l'organe de gouvernance? On s'est rendu compte qu'on n'avait pas bien pensé cette question-là, parce que sur une circonscription, effectivement, c'est 28 communes, 24 communes, 2 communautés de communes, 2 lycées, 7 collèges, 28 écoles publiques, et que, voilà, ça concerne, si c'est toute la circonscription, ça doit concerner tout le monde. Donc notre idée, c'est aujourd'hui d'aller plutôt vers un comité de pilotage dans lequel seraient désignés des représentants de chacune des catégories. Mais pour ne pas le faire de manière un peu hors sol, en fait, nous avons proposé à tous les acteurs de se rencontrer en visioconférence, donc les 28, les 24 maires, tous les principaux de collèges, etc., tout le monde, tous ceux qui étaient intéressés, pour définir lors de cette première visioconférence comment nous allions fonctionner ensemble. C'est-à-dire, en fait, on est parti d'un principe, c'est que comme on n'avait pas fait avant et qu'on ne savait pas le faire, eh bien, plutôt que d'essayer de l'apporter au collectif, de le construire ensemble et d'essayer de se mettre d'accord finalement sur qu'est-ce que c'était que ce territoire, comment on allait pouvoir, sur le plan de l'EDD, le piloter ensemble. Donc, c'est le 8 novembre. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé, évidemment, des suites de cette démarche. L'idée, c'est quand même de penser ensemble la continuité des actions, la cohérence sur le territoire et la progressivité des actions. Comment est-ce que finalement on monte en gamme progressivement au fur et à mesure que l'on travaille ensemble? Et j'imagine qu'en tant que pilote, vous avez aussi un intérêt particulier et une focale particulière sur les effets, parce que nous avons aussi forcément à mesurer tout cela pour vérifier que les actions engagées et le pilotage mis en place fonctionnent, est efficient pour les élèves et pour les résultats des élèves. Donc, quels sont les effets que vous avez mesurés? Et puis, je fusionnerai avec une autre question. Par rapport aux collègues qui nous écoutent, quels conseils vous donneriez sur la base de votre expérience aujourd'hui? Alors, je vais essayer d'être bref. Les effets, ils ont déjà été en partie cités par beaucoup d'intervenants, dont Madame Jean.
Fédération de la communauté éducative, je reprendrai le mot de Simon, bien entendu. L'engagement des élèves, cette notion de pédagogie de l'engagement, elle est fondamentale au service, évidemment, des fondamentaux, c'est-à-dire c'est des projets qui portent du sens, mais dans lesquels on lit, on écrit, on calcule, on développe ses cultures scientifiques, on apprend à lire le paysage, on découvre des métiers. Donc c'est vraiment le DD au service de toutes les disciplines, une fameuse éducation transversale qui a été largement citée. Culture de l'engagement et de l'esprit critique, débat, confrontation. Quand on pilote une aire éducative, qu'elle soit terrestre ou marine, c'est un conseil des enfants qui réfléchit à ce territoire très local. La continuité des parcours, travail école-collège, travail des éco-délégués, partage éventuellement d'une même aire éducative. Et puis évidemment, nous on a mesuré un effet très concret, c'est que sans qu'on le leur demande, la très grande majorité de nos écoles qui viennent de refondre leur projet d'école ont inscrit un axe développement durable dans leur projet d'école, dans les enjeux de leur projet d'école. Donc on voit bien que ça devient culture commune. Alors par rapport au conseil, je serais très prudent, chaque territoire est différent. Je ne suis pas certain que l'échelle de la circonscription, ça soit le plus facile au départ pour un label de territoire. On peut aussi faire un collège et ses écoles de secteur, on peut faire une cité scolaire. Par contre, un écueil quand même, c'est que nos partenaires souvent nous demandent des labellisations qui ne sont pas des territoires éducatifs, communes. Or, nous labellisons aujourd'hui des territoires éducatifs et c'est important de le rappeler. Juste pour les conseils, je dirais plutôt quelques invariants que je vois revenir de manière assez, quelle que soit la taille du territoire, partir de l'existant, de recensement de l'existant, valoriser cet existant, mettre l'accent sur ce qui a été fait et bien fait, travailler en partenariat, ça a été dit très largement, s'engager de manière modeste mais dans la durée, c'est-à-dire ne pas essayer de faire beaucoup mais savoir que ça va durer longtemps, structurer la démarche au fur et à mesure pour que des actions qui peuvent sembler un peu disparates au départ finissent par faire système, engager les élèves dès la conception des projets, leur mise en œuvre et leur gouvernance. Ça me semble très important. Fédérer l'ensemble de la communauté éducative, ça a été dit. Penser les projets en articulation scolaire, périscolaire. Et puis, lier plusieurs ODD, ça a été dit aussi, éducation artistique et culturelle, égalité filles-garçons, citoyenneté. Tout ça fait quand même sens un peu ensemble. Voilà. Juste pour conclure, je dirais que, pour revenir quand même sur les partenariats, vraiment l'école peut quand même beaucoup, mais elle ne peut pas tout, et elle ne peut pas tout toute seule. Ça, c'est une certitude. Et donc, on a besoin des autres sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Léandri. On vous garde bien évidemment avec nous et je vais reprendre un échange avec Madame Dupuis, puisque là nous avons eu Madame Dupuis un certain nombre de témoignages et de leviers identifiés. Et puis il y en a un dont on a un petit peu moins parlé, c'est aussi la mise en place justement des élections et des éco-délégués. Alors est-ce qu'on peut en dire un mot, parce que ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'impose à tous les chefs d'établissement. Donc comment on peut s'emparer de ce levier-là ? Alors effectivement, depuis 2020, il est prévu institutionnellement une élection d'éco-délégués pour chaque classe du second degré, collège, lycée. Elle est possible également, elle est obligatoire au collège et au lycée, elle est possible en CM1, CM2. Ces éco-délégués ont vocation à s'engager et à s'engager auprès des autres, auprès de la collectivité. Donc c'est un formidable levier pour développer l'éducation au développement durable et pour permettre d'impliquer au mieux les élèves, tous les élèves, au cœur des projets et des actions. La place des éco-délégués, par exemple, dans les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté qui deviennent de fait avec la nouvelle loi des CESCE, c'est-à-dire au niveau des établissements, la part des thématiques environnementales est réaffirmée. Il est indispensable que les élèves soient au cœur des démarches qui sont mises en place de façon collective et qu'ils soient associés à ces démarches depuis le début, c'est-à-dire l'identification d'objectifs, puis la mise en œuvre, l'identification d'actions, l'auto-évaluation, le portage de ces actions. C'est cette implication des élèves à toutes les étapes de la démarche collective qui donne vraiment du sens à l'éducation au développement durable. Alors les éco-délégués, il y a eu un premier concours cette année, donc ils se mettent en place progressivement.
À terme, cela représente environ 250 000 éco-délégués pour l'ensemble du territoire national. Alors, il faut avoir bien conscience également que ces éco-délégués sont avant tout des élèves, donc ils sont eux-mêmes en situation d'apprentissage. Donc, ils s'engagent, certes, mais ils ont besoin d'être accompagnés, formés. Et donc, depuis l'année 2020-2021, il y a un concours des éco-délégués, ouvert aux éco-délégués, et ce concours consistait à donner à voir en une petite vidéo d'1 minute à 2 minutes maximum, plutôt 1 minute 30, un projet ou une action particulièrement emblématique qui serait menée dans l'école, dans le collège ou dans le lycée. Donc il y a eu un lauréat effectivement par catégorie, et je pense que nous allons voir notamment la vidéo des lauréats de l'école élémentaire, exactement. Voilà, et je pourrais en redire un mot après. Très bien, nous regardons tout de suite cette petite capsule très courte. Dans notre école de bois de couleurs à Brapanon, nous menons le projet Échappée verte en faveur de l'environnement. Nous créons un espace où il fait bon vivre ensemble et apprendre tout en respectant la nature. Dans un premier temps, nous avons appris à nommer et à reconnaître les 15 plantes endémiques et indigènes du jardin dont nous nous sommes occupés. Puis, suite à nos recherches, nous avons planté de nombreuses espèces mellifères pour inviter les insectes butineurs à fréquenter le jardin et enrichir ainsi sa biodiversité. Des panneaux botaniques et une table d'orientation sont en cours d'élaboration avec une signalétique en braille pour les enfants de l'école porteurs d'un handicap visuel. Aujourd'hui, nous préservons cette biodiversité grâce aux éco-gardes et à des actions de tri à la cantine pour faire du compost. Sur la nature, portons un regard. Ensemble, faisons aussi notre part. Madame Dupuis, voyez cette capsule très courte est maintenant terminée. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur les éco-délégués? Et puis vous l'avez évoqué aussi, les CESCE, puisque donc nous rajoutons le E. Alors, concernant les éco-délégués, dans la vidéo qui vient d'être visionnée, qui a donc été lauréate pour la catégorie école, ce qu'elle a vraiment de très intéressant, c'est qu'elle donne à voir qu'on est justement à la croisée de différentes thématiques, puisqu'on a certes une thématique environnementale, mais aussi on rejoint les thématiques d'inégalité sociale, de respect des autres, puisqu'il y a des actions qui sont faites. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'était un des axes majeurs et des attendus majeurs de ce concours des éco-délégués. C'est quelque chose qu'il est important de donner à voir aux élèves, c'est cette dimension plurielle, non pas en faisant quelque chose de très compliqué, mais en montrant qu'une action va s'insérer dans un contexte qui est pluriel. Ça, c'est essentiel. Alors, pour revenir maintenant sur les CESCE, donc il y a dans tous les établissements scolaires un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté qui, bien souvent, s'emparait également déjà de questions environnementales. Dans la nouvelle loi, effectivement, ce CESC évolue en CESCE, donc vous avez toutes les références dans la liste de ressources. L'idée étant non pas de rajouter une couche de quelque chose, mais vraiment d'insister sur le fait que les questions environnementales sont au cœur des thématiques et surtout croisent les autres éducations transversales et les autres thématiques. Donc c'est vraiment un enjeu de mise en cohérence des différentes éducations transversales à travers notamment cette vision globale de l'EDD en termes d'objectifs de développement durable qui est prônée. Et juste pour compléter, on a beaucoup parlé des labellisations E3D jusque-là. Je voudrais quand même rajouter une petite chose, c'est ce que veut dire E3D. E3D veut dire école ou établissement en démarche de développement durable. Et là, on rejoint la question du CESCE, c'est-à-dire qu'il est important que toute cette communauté, alors toute, on n'est pas dans l'exhaustivité, il faudrait pas non plus laisser penser à voir qu'il faut que tout le monde y soit tout le temps. C'est juste une démarche collective qui doit impliquer plusieurs catégories professionnelles de l'établissement et mettre les élèves complètement intégrés dans ce dispositif. Et donc ce E3D, ça veut dire établissement ou école en démarche de développement durable. Et quand on l'a créé, on a vraiment voulu qu'il y ait le mot démarche, c'est-à-dire on avance ensemble. Ensemble, on se fixe des objectifs qui vont se décliner par des actions, qui vont se décliner par une focale particulière mise dans certains enseignements pour valoriser certains savoirs, certaines compétences, pour arriver ensemble aussi
à identifier des objectifs. Si je veux arriver à ça, quelle action je vais mettre en place, comment je vais savoir si j'ai obtenu ou si j'ai réussi, si j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce que je dois faire, et dans une logique d'auto-évaluation. Et ça rejoint effectivement, ça permet de réunir l'ensemble des dimensions. Et le CESC-E a vocation à mettre en cohérence un petit peu tout ce qui se passe au sein de l'établissement. Donc, vous parliez tout à l'heure, Madame Jeanne, également d'une démarche globale aussi, qualité, d'une démarche de diagnostic, d'auto-évaluation. Est-ce que, David, justement, peut-être de ce point de vue-là, est-ce que vous avez des éléments à rajouter également ? Ça va s'inscrire dans le propos de Monique Dupuis qui vient d'être formulé à l'instant, c'est-à-dire que le label établissement, école en démarche de développement durable, qu'il soit au niveau d'un établissement ou d'un territoire, il est adossé finalement à un référentiel de labellisation qui permet de définir quels sont les critères d'accès à chacun des 3 niveaux de labellisation. Il y a une gradation de la démarche et de l'engagement. Et donc, l'idée, c'est simplement que ce référentiel, ça permet de visualiser pour une école, un établissement ou un territoire, où est-ce qu'il en est dans sa démarche, et donc de faire une sorte d'autodiagnostic, d'auto-évaluation de la démarche et la façon dont elle est pilotée à l'échelle de l'école ou de l'établissement. Donc, c'est pour ça que Monique Dupuis parlait d'un outil d'auto-évaluation, d'autodiagnostic finalement. C'est-à-dire que je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le label E3D, c'est pas le label en lui-même, mais c'est bien un outil d'aide au pilotage d'une démarche. Merci à tous les deux. Donc, nous allons arriver à la fin de cette émission. Je vais laisser peut-être le mot de la fin à Madame Dupuis, parce que nous avions une question qui nous a été posée en aparté, parce que comme je vous le disais, l'émission a été enregistrée, mais nous avons un panel que nous avons consulté pour des remontées de questions. Première question qui semblait un peu une inquiétude, avec des collègues qui se demandaient mais comment on peut porter l'éducation au développement durable dans une zone blanche, comme on l'évoque d'ailleurs parfois pour les arts. Alors, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que nous avons vraiment des zones blanches, Madame Dupuis ? Alors non, il n'y a pas de zone blanche puisqu'en raison de la diversité des thématiques qui peuvent toucher à la restauration scolaire, à l'énergie, à la vie dans l'établissement, il y a des partenaires possibles sur l'ensemble des territoires. J'en profite pour compléter un tout petit peu mon propos de tout à l'heure à propos des partenaires. Ils sont indispensables, mais dans une logique de complémentarité d'expertise. Et ça, c'est essentiel dans l'éducation au développement durable. Les équipes enseignantes, les équipes éducatives de l'établissement ont leur propre expertise en termes d'apprentissage, de mise en activité des élèves, de valorisation et de reconnaissance de leurs compétences. D'ailleurs, elles-mêmes gagnent en compétences professionnelles, en développement professionnel, et le partenaire a, lui, son expertise propre sans qu'il y ait principe de substitution. Et ça, c'est important. Si ce principe-là est respecté, alors tout va bien. Il est important, justement, aussi d'amener les élèves et les équipes à travailler en ce sens. Et donc, il n'y a pas de zone blanche, puisqu'il y a sur tout territoire, l'enjeu étant de découvrir les acteurs et les enjeux du territoire, il y a toujours matière à. Merci beaucoup. Je vous propose donc de terminer ce direct par notre habituelle rubrique, donc ressources pour aller plus loin. Et pour cela, je laisse la parole à ma collègue Sylvaine Paul. Merci Magali, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce point de sélection de ressources consacrées à l'éducation à l'environnement durable. La majorité des ressources que je vais vous présenter ont déjà été évoquées au cours de cette émission. Commençons donc sur le site education.gouv.fr avec la présentation donc de l'éducation au développement durable. Les enjeux de cette éducation au développement durable qui paraît désormais dans les programmes scolaires de manière transversale, avec quelques illustrations des dispositifs qui sont mis en place. Par exemple, le label E3D dans les établissements, avec une carte interactive, ou cliquable tout du moins, sur l'académie de votre choix qui vous présente les différents établissements qui ont été labellisés avec les différentes actions qu'ils ont proposées. Toujours sur education.gouv.fr, l'engagement de l'école dans la démarche de l'éducation au développement durable et la transition écologique, avec les 8 mesures proposées et puis des exemples d'actions qui sont mises en place dans les écoles, dans les établissements. Restons sur education.gouv.fr pour cette fois-ci aborder le sujet des éco-délégués. Qu'est-ce que c'est qu'un éco-délégué ? Quel est son rôle ? Quelles sont ses missions ? Et puis des exemples donc d'actions menées notamment ici dans l'Académie de Poitiers. Passons maintenant aux objectifs de développement durable.
toujours sur éducation.gouv, avec une infographie explicative. Alors, je vous en ai mis ici un extrait, mais vous en retrouverez la totalité sur le site. Il en a été question tout au long de cette émission, le VADEVECOM de l'éducation au développement durable, donc que vous retrouverez sur la page EduScol consacrée à ce sujet. Sur le site de l'agenda 2030, vous pouvez consulter la feuille de route qui a été proposée à la France, dans laquelle sont listés les enjeux, les objectifs et les mises en œuvre des actions. Vous avez pu entendre au cours de cette émission Yacine Aïd-Kassi, représentante de la fondation ELIX, qui est en partenariat avec l'éducation nationale pour tout ce qui concerne les objectifs de développement durable. Sur le site de la fondation, vous allez retrouver toute une série et une boîte à outils de ressources, de visuels que vous pouvez utiliser librement. Il suffit pour ça simplement de vous inscrire, mettre votre nom, votre prénom et votre adresse mail pour avoir accès à toutes ces ressources librement téléchargeables, je le rappelle. Passons maintenant sur le site de l'UNESCO qui présente là aussi les 17 objectifs. Voilà, je vous en ai mis 3 exemples, mais bien sûr les 14 autres y sont représentés de la même manière. Vous y retrouverez également le visuel avec le dossier téléchargeable des 17 objectifs, ainsi que les objectifs d'apprentissage. Enfin, dernière ressource que je vous propose, donc pour aborder le volet orientation dans vos établissements, un numéro de la collection Parcours vous est proposé sur les métiers de l'environnement et du développement durable. Toutes les ressources que je vous ai proposées aujourd'hui, vous les retrouverez bien sûr au format sélection documentaire sur la page des replays, sur le site de l'IH2EF, dans la page consacrée au mardi. Je vous souhaite une excellente soirée. Magali, je vous rends la parole. À très bientôt. Au revoir. Nous sommes de retour en plateau et nous terminons donc son direct, non sans remercier bien sûr l'ensemble des invités qui nous ont accompagnés tout au long de l'émission. Donc nous avions Monique Dupuis qui est inspectrice générale référente EDD à l'IGESR. J'avais également à mes côtés Yacine Aïd-Kassi qui est donc directeur artistique et stratégique du groupe ELIX. Nous avions également le témoignage de David Guilherme qui est chef de mission EDD sur l'Académie de Rennes, Servane Jean, principal de collège et Jean-René Léandry, IEN, premier degré chargé de la circonscription d'Auray. Vous êtes tous les deux, bien sûr, de l'Académie de Rennes. Donc, une focale sur l'Académie de Rennes, mais qui n'empêchait pas, en tout cas, nous l'espérons, un transfert, puisque nous avions ce souci d'identifier les leviers et de vérifier qu'ils pourraient correspondre à l'ensemble des territoires. Merci à tous pour votre attention. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.